Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 2 du podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing numérique Rablab. Encore une fois, cette semaine, ça va être moi, votre animateur, donc Maxime, associé chez Rablab, responsable du marketing et des partenariats. Puis je vais vous présenter mes collaborateurs de la semaine. Donc, encore une fois, on a Gabriel. Salut Gab, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va très, très bien. C'est vendredi. Ouais, Euh, on très sent bien. Il beau. fait pas très beau dehors, mais il annonce de la belle météo samedi, dimanche. Ça va être cool. Puis on a le long week-end en plus. Ça va être très bien. Gab, peux-tu nous rappeler ce que tu fais chez Rablab? Je suis gestionnaire SMM. Je m'occupe en majorité de pubs sur les réseaux sociaux et de plus en plus de stratégie emailing. Excellent. Puis juste pour rappeler ceux qui étaient peut-être pas au courant, le SMM, Social Media Marketing, donc tout ce qui touche aux investissements là, sur les différents réseaux sociaux. Gab, est-ce que tu as ta bière pas loin? Oui, aujourd'hui je bois la Jackie Dunn d'une microbrasserie qui est à Québec, La Souche. Euh, vraiment, si vous avez. Quand que la pandémie va être passée, là, c'est vraiment une place où s'arrêter. Ils ont une super belle terrasse en été. Là. Euh, Vraiment un bon service sur place. Fait que je vous le recommande. Nice. Ben, on les salue. Ensuite de ça, on va aller voir Monsieur Rochefort. Jérémy, comment va-t-il? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que tu bois, toi, Jay? Moi aujourd'hui, je bois une petite Farnham, une Summer Pale Ale. Honnêtement, c'est ma quatrième de la semaine. Fait que, On voit que le gars, il a ses années de Sherbrooke pas trop loin, là. Il arrêtait sur la 10 à Farnham, prendre sa petite bière. Ça, c'est notre Jay, on le connaît bien, là. exactement. Fait que Jay, qu'est-ce que tu fais chez Rablab? Moi, je suis chef d'équipe du département SMM, donc tout ce qui est réseaux sociaux. Je m'occupe de la formation et aussi de la performance là, chez les clients. Excellent. Puis, un petit nouveau cette semaine. Je dis petit, mais il n'est pas si petit que ça pour ceux qui iront voir notre vidéo sur YouTube. Nicolas, partenaire d'affaires à moi-même et Jean-Philippe chez Rablab. Donc, Nick, qu'est-ce que tu fais chez Rablab? Bonsoir, ben moi je m'occupe en gros pour de vrai, si on enlève le titre, je suis un firefighter, fait que j'éteins les feux, je m'occupe de tout ce qui est rapport avec la technologie aussi, là, que ce soit pour les tools, tout ce qui est rapport dans le fond avec les performances des campagnes, les outils qu'on peut utiliser pour ça, fait que tout ce qui est rapport avec technologie chez Rablab, puis un peu aider un peu tout le monde là, quand ils ont des problèmes, mais ça va mal. Fait qu'un genre de directeur des opérations qu'on appelle quand ça va pas bien, là. C'est ça, exactement. Good. Est-ce que tu es fébrile d'être avec nous aujourd'hui, Nick? Première expérience de podcast? Ouais, ça prend une expérience de podcast à vie. Ah, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Je me suis préparé un peu, pas trop de stress. Je t'avouerai que je suis plus stressé. J'ai déjà été plus stressé quand j'ai fait des présentations, là, mettons, à Salon Stratégie PME, où est-ce que j'étais blême puis que j'arrivais pas à marcher. Mais ouais, j'ai bien hâte de faire ça. Good. Puis justement, pour te détendre, qu'est-ce que tu bois présentement, Nick? Présentement, c'est de la Beauce. Ça, c'est une microbrasserie venant du métro. Je pourrais te dire que c'est fait sûrement au Québec. Je pourrais te dire que ça goûte la bière. C'est pas mal ça que je peux te dire à propos de Euh, la Beauce. Correction, c'est une microbrasserie ontarienne. Aïe aïe! Non. Oh! 100% francophone par contre. Acheter local, tu disais. Leur maison mère est au Québec. En français, en français, s'il vous plaît. Puis moi, pour finir, en fait, moi, je bois un petit classique. J'ai toujours ça pas loin dans mon frigo, une petite éphémère du Nibrou. Une vraie bière de chevalier. Très rafraîchissant, je l'aime bien, l'éphémère. C'est ce que je bois aujourd'hui. Voici le panel qui est constitué pour ce deuxième épisode. On traite de l'entreprise canadienne qui est basée à Ottawa. Gabriel ne le savait pas et on l'a informé de ça. Non loin de Gatineau au Québec, Shopify, qui est devenu littéralement un monstre là, dans les dernières années. Honnêtement, je pense que leur vision, c'est rien de moins que dominer le monde avec les dernières annonces qu'ils ont fait. Juste pour illustrer là, à quel point Shopify s'est rendu énorme comme entreprise, je vais vous donner quelques chiffres. J'ai trouvé cet article-là en ligne. C'est une comparaison entre la Banque royale du Canada, donc RBC, et Shopify. Donc, quelques chiffres pour voir la différence entre les deux. Donc,
Année de fondation, Shopify 2004, à la RBC 1869. Nombre d'employés Shopify 5000, la RBC 82 000. Profit en 2019 de Shopify 125 millions, 12 milliards pour la RBC. Et la valuation boursière en date du 13, donc mercredi, près de 125 milliards pour Shopify et 121 milliards pour RBC. Donc, officiellement, Shopify, en date de mercredi le 13, était la plus grande valuation boursière canadienne devant la RBC. Pour une entreprise qui a 15 ans d'existence et 5000 employés, c'est incroyable. Ouais. Donc, je sais que Nick, tu t'intéresses un peu à la bourse. Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que ça t'a tenté d'aller voir Shopify? Il était trop tard quand j'ai commencé à checker ça. Pour vrai, j'ai vu que, je pense qu'il y a un mois, là, a été évalué en fait, elle se tradait en bourse pour comme 300 $ l'action. Ça le skyrocket à 700 $. Pour moi, il est beaucoup trop tard pour embarquer dans le bateau. Mais ouais, ceux qui avaient déjà des actions là, qui ont plus que doublé leur valeur, c'est assez impressionnant. Ouais, des fois, on dit qu'il n'est jamais trop tard, Nick. Si tu l'avais acheté à 700 en ce moment, tu fais du 50% quand même, mon homme. Yes, Jay. Ah, on donnera pas de conseils financiers sur ce podcast-là, mais honnêtement, je pense que la croissance de Shopify n'est pas terminée. Moi non plus, je pense pas. Non, effectivement. Puis je pense que tu l'as bien dit, Jay, nous, on va se concentrer sur ça. Dans quoi on est expert, le marketing puis le numérique. On va laisser ça à d'autres gens. Mais moi, je me suis quand même intéressé à Shopify dans le dernier mois, je dois dire, avec un bon sourire aux lèvres. J'ai une petite surprise, j'ai une petite surprise pour le deuxième épisode. On a une invitée surprise, en fait, une experte, au même titre que nous pour le numérique, pour le marketing aussi, mais plus précisément en design de produits. Donc, Anne-Marie Léger, qui est designer de produits senior chez Shopify même, en fait, qui va pouvoir répondre à quelques questions que je lui ai posées. Elle n'est pas avec nous présentement, donc c'est en différé. Je lui ai posé des questions avant l'enregistrement du podcast. Puis elle a bien voulu répondre à ça. Donc, merci pour son temps. On la salue, Anne-Marie. Très, très classe de sa part. Puis c'est super intéressant. Donc, on va poursuivre justement avec les questions que voici. Donc, Anne-Marie, afin de t'introduire en fait aux gens qui écoutent le podcast, est-ce que tu peux nous dire quel poste que tu occupes chez Shopify, depuis combien de temps et qu'est-ce que tu fais là, au day-to-day dans ton boulot? Je suis designer de produits ou product designer senior chez Shopify. J'y travaille depuis 2017, soit bientôt 3 ans. Je fais partie d'une équipe multidisciplinaire qui travaille spécifiquement sur la partie boutique en ligne, donc online store de la plateforme. Mon day-to-day, en gros, c'est que je contribue en tant qu'expert UX à l'élaboration des nouvelles fonctionnalités, autant de l'idée embryonnaire jusqu'à la mise en production, que ce soit en faisant de la recherche de besoins, en construisant des prototypes, en produisant les maquettes finales, ou même en supportant les développeurs qui codent la solution. Excellent, merci. Puis chez Shopify, en fait, niveau mission, vision, valeur, ça ressemble à quoi, disons, sur une optique de 12 mois, donc 1 an, puis ensuite de ça, sur une optique de 3 ans et sur une optique très long terme, là, disons sur 10 ans, pour qu'on comprenne bien là, vers où Shopify se dirige là, avec tous les moves, si on peut dire, qu'ils font présentement. La mission, la vision de Shopify dans les prochaines années, c'est une excellente question. Je pense que le roadmap 2020 de beaucoup de compagnies a été un peu chamboulé cette année par la nouvelle réalité dans laquelle on vit. Évidemment, Shopify n'y fait pas exception. En même temps, la mission de Shopify, ça a toujours été d'améliorer le commerce pour tous en réduisant les obstacles qui pourraient rendre le e-commerce moins accessible. Donc, la mission fondamentale est toujours la même. C'est juste que là, elle prend une saveur vraiment particulière en ce moment, entre autres en aidant particulièrement les commerçants physiques à avoir une présence en ligne, ce qui est devenu essentiel vu la fermeture temporaire de plusieurs commerces physiques. C'est sûr qu'en ce moment, nous, on se pose beaucoup la question comment on peut aider tous nos marchands avec des mesures tangibles. On a repriorisé certainement des lancements de produits pour être sûr que chaque initiative ajoute de la valeur dans la situation actuelle. C'est pourquoi des fonctionnalités comme le paiement sans contact, la possibilité de buy online, pick up in store, soit de acheter en ligne mais ramasser en magasin,
ou même la plateforme interne de email marketing, comme vous avez mentionné, ont vu le jour récemment, peut-être plus rapidement que prévu pour pouvoir appuyer et supporter nos marchands à travers la crise. À moyen terme, j'ai vraiment hâte de voir comment la crise actuelle va influencer, dans le fond, le comportement des consommateurs. On voit déjà une baisse des commerces physiques. J'imagine que ça va continuer. Peut-être probablement une baisse d'ouverture de nouveaux commerces physiques, une augmentation d'ouverture de boutiques en ligne. Donc, c'est sûr que pour nous, beaucoup d'attention va être portée sur cette équipe-là, cette portion-là de la compagnie. J'ai hâte de voir comment on va être capable d'être super réactif aux besoins de tous ces gens qui veulent aller en ligne. Je pense qu'on a vu une grosse augmentation dans les derniers mois des ventes d'aliments en ligne, de boissons en ligne. Comment on va être capable d'accommoder le plus de segments possible. Je pense à la restauration, les bars, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour comment ils vont se réinventer. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous, mais c'est quand même intéressant de se poser déjà la question. On veut aider, c'est sûr, tous nos marchands actuels, mais on va vouloir aider beaucoup de gens dans leur transition aussi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment on va s'adapter à justement tous ces différents segments-là qui ont été probablement traditionnellement très commerce physique, qui là vont vouloir avoir une présence en ligne. Après, à très long terme, si on parle de 5-10 ans, c'est sûr que nous, on se pose toujours la question de comment on peut ouvrir la voie à plus d'entrepreneurs. On dit souvent à Shopify qu'on veut être une compagnie qui va durer au moins 100 ans. C'est quelque chose qui influence notre prise de décision. On ne veut pas surfer sur une vague ou on veut vraiment réellement supporter, accompagner de manière responsable, pertinente, le développement d'une diversité d'entrepreneurs indépendants. La vision de Shopify, ça va toujours être capable de les accompagner autant du jour 1, quand ils sont vraiment petits, au jour X, quand ils vont avoir multiplié leur chiffre d'affaires, puis vraiment complexifier leurs besoins. Idéalement, c'est qu'ils n'aient jamais besoin d'aller chercher une autre plateforme ou une autre solution pour être capable de manager leur business. Maintenant, Anne-Marie, comment, selon toi, Shopify désire ou se positionne actuellement face aux PME, donc aux petites moyennes entreprises, qu'elles soient québécoises, canadiennes ou même mondiales, puis qui désirent en fait procéder à une numérisation de leurs affaires ou de maximiser là, la portion numérique là, qu'ils ont actuellement en place? Bien, c'est sûr que pour beaucoup de PME existantes, je pense qu'on est une plateforme intéressante en ce moment pour assurer une présence en ligne, que ce soit à travers une boutique en ligne, là, leur propre site web, mais ça peut être aussi juste à travers les réseaux sociaux. Ils peuvent utiliser Shopify pour vendre sur Facebook ou Instagram, Pinterest, dépendamment qu'est-ce qu'ils préfèrent ou qu'est-ce qui est leur segment ou qu'est-ce qui serait plus vraiment accordé avec leur image de marque. Dépendamment de leur réalité, on a aussi un système de points de vente pour des boutiques physiques, s'ils en ont une. Donc, je pense que ce qui est le fun, c'est que ça peut être vraiment une transition par étapes. Ils peuvent peut-être utiliser là, vraiment à très court terme qu'est-ce qui fait du sens dans leurs besoins actuels, selon la crise actuelle, et éventuellement, comme je disais tantôt, quand même agrandir là, leur relation avec la plateforme Shopify, dépendamment de leurs besoins. Quelque chose aussi que je suis particulièrement fière en tant que designer, c'est que notre plateforme est vraiment accessible à tous. Autant les gens qui s'y connaissent ou qui s'intéressent moins aux technologies que les personnes qui sont plus à l'aise ou qui ont déjà utilisé d'autres plateformes web ou de e-commerce. Donc, je pense que ça pourrait permettre à beaucoup de PME, peut-être qui sont un peu frileux ou timides de se lancer en ligne parce qu'ils pensent que c'est compliqué. C'est le fun de savoir que Shopify, dans le fond, c'est accessible à tous, puis c'est quand même vraiment facile d'utilisation. Et encore une fois, selon toi, Anne-Marie, quels sont les meilleurs avantages que procure Shopify face à d'autres plateformes connues que tu peux nommer? Moi, je pense par exemple à WordPress, à Lightspeed, à des sites custom. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là, à ce niveau-là?
Ben, c'est sûr que de dire avantage ou inconvénient, c'est un peu difficile parce que ça dépend tellement des besoins des gens, en fait. Mais je peux quand même, évidemment, là, nommer les forces, selon moi, de Shopify en tant que plateforme. Shopify, ça permet aux marchands d'avoir une présence personnalisée en ligne. Donc, ils peuvent vraiment respecter leur image de marque, puis avoir leur propre nom, puis vendre directement aux acheteurs. Donc, c'est ce qu'on va comparer le plus souvent avec d'autres marketplaces, un peu à la Amazon ou Etsy, où est-ce que là, tous les marchands sont au même niveau, ils sont tous mêlés ensemble. Des fois, on ne voit même pas leur logo, ils vont être seulement identifiés avec un nom. Donc, encore une fois, ces places-là ont d'autres avantages. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour se bâtir une relation à long terme avec des acheteurs. Shopify aussi est vraiment bon autant pour les petits commerçants qui vendent juste quelques produits que pour des immenses marchands qui vendent pour des millions. Donc, c'est vraiment le fun de voir qu'avec une seule plateforme, dans le fond, un marchand peut grandir, puis peut ajouter ou utiliser des fonctionnalités seulement quand il y en a de besoin. Faut garder en tête aussi que Shopify, c'est une solution e-commerce d'abord, comparée par exemple à d'autres offres de website builder, donc des plateformes qui offrent des thèmes ou qui offrent de construire un site web en ligne, mais où est-ce que le module e-commerce est ajouté après. Donc, il a été pensé peut-être après, ce qui fait que c'est peut-être pas la priorité ou l'élément le plus performant de leur offre à eux. Une grande force de Shopify aussi, c'est vraiment le multicanal, donc le multi-channel, qui permet de vendre à partir de la même plateforme sur plein d'autres plateformes. Donc, à partir de Shopify, on peut vendre sur Facebook, Instagram, Pinterest. On peut aussi vendre sur Amazon ou eBay, toujours avec le même système central. Donc, ça permet vraiment d'avoir juste un endroit à aller pour importer ses produits, ses collections, puis de tout pouvoir contrôler à partir de la même plateforme. Je pense que ça peut être super intéressant pour beaucoup de gens. Shopify aussi a une grande communauté d'experts, un grand bassin d'applications, aussi d'utilisateurs actifs qui communiquent entre eux, qui ont des blogs, qui ont des vidéos. Donc, c'est intéressant de voir que c'est une plateforme, je pense, qui fait jaser les gens entre eux. Donc, si on a besoin de ressources, d'aide, c'est super facile à trouver, autant informellement que professionnellement. Puis finalement, ben, c'est sûr, si je peux prêcher encore pour ma paroisse comme designer, ben, il y a un énorme effort qui est fait sur l'expérience utilisateur pour être sûr que ce soit convivial, accessible. Donc, vraiment, n'importe qui peut l'utiliser. Puis, autant sur ordinateur que sur téléphone, on pense aux gens qui n'ont peut-être pas une connexion Internet rapide. On essaie d'avoir un outil vraiment qui est performant. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense qui est vraiment le fun. C'est qu'on n'a pas besoin d'être un développeur pour pouvoir utiliser Shopify. Puis moi, Anne-Marie, en fait, je suis familier avec Shopify, donc je sais qu'il y a la solution Shopify et qu'il y a la solution Shopify Plus, qui, je crois, là, est destinée à des plus grands commerçants, des plus grands marchands. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un niveau de vente minimum, un niveau de produit minimum? Comment ça fonctionne, la différence entre les deux? Le forfait plus, c'est une question, je pense, plus de besoins que de revenus. À quel niveau ça devient nécessaire. Je pense que les gens vont pouvoir grandir avec la plateforme Shopify puis amener voir certaines peut-être limitations quant à ce qu'ils veulent accomplir ou où est-ce qu'ils sont devenus. S'ils veulent, par exemple, automatiser certains processus ou s'ils ont plus que, je pense, c'est une quinzaine ou une vingtaine d'employés qui doivent se connecter en même temps, avoir des accès. S'ils veulent avoir une personnalisation vraiment plus granulaire quant au segment des consommateurs auxquels ils s'adressent ou si c'est des marchands qui préparent des événements, des lancements qui mettent une pression énorme sur les commandes par minute, là, on parle de milliers par exemple lors d'un lancement, bien, c'est sûr que ça va être intéressant pour eux de faire affaire avec ce forfait-là. Ça leur permet aussi d'avoir une personnalisation complètement accompagnée, un accompagnement complètement personnalisé de la part de Shopify. Ça peut être des gens aussi qui vendent à l'international, dans plusieurs devises, ou qui ont des besoins de connexion déjà avec des systèmes chez eux
qui sont peut-être plus complexes ou déjà implantés partout, puis, ou même qui doivent peut-être migrer des données. Donc, c'est des besoins, je pense, qui sont quand même spécifiques à un certain type ou une taille d'entreprise. Quand on regarde qui fait déjà affaire avec PLUS, comme par exemple Kylie Jenner qui vend du maquillage ou Bureau en gros ou Patagonia, c'est définitivement des tailles d'entreprises qui ont des besoins, on peut s'imaginer, beaucoup plus complexes que certaines petites ou moyennes entreprises. Donc moi, je le vois vraiment plus d'un point de vue les besoins du système, les besoins de ces marchands-là que nécessairement un montant de revenus. Donc, très, très, très intéressant d'avoir entendu Anne-Marie sur des questions de vision court terme, moyen terme, long terme, sur les avantages que procure aussi Shopify par rapport à d'autres types de CMS ou par rapport à des marketplaces. Puis justement, parlant de marketplace, je pense que c'est très d'actualité présentement au Québec. On sait, là, on entend de plus en plus parler de Amazon. Là. Je pense que là, tout le monde sait c'est quoi Amazon. Là. L'année passée, il y avait une certaine partie de la population qui se demandait encore qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Mais là, avec l'augmentation des abonnements à Prime et tout ça, je crois que tout le monde connaît bien Amazon. Puis, justement, là, on a entendu parler récemment dans les médias du panier bleu, de Amazon Québec, donc qui sont deux aussi là, marketplace, si on veut, mais qui regroupent là, des commerçants québécois. Pour le panier bleu, là, aux dernières nouvelles, ce n'était pas encore transactionnel. Je ne sais pas, les gars, si vous avez du développement là-dessus. Là. Ils l'ont confirmé que ça allait être transactionnel, mais vraiment pas dans cette phase-là. Là. Non, c'est ça. Ce que j'avais entendu, c'est dans leur désir de l'être, là, mais Panier Bleu, c'était pas encore fait. Amazon Québec, ça a été lancé. J'ai reçu une notification par courriel cette semaine même. Donc, c'est fait. Puis Amazon Québec, en fait, utilise Shopify comme CMS. Donc, bon, c'est pas une entreprise québécoise à proprement dit, Shopify, mais c'est quand même une entreprise canadienne. Si je regardais au niveau de la notoriété de ces marketplaces-là, là, panier bleu quand même, là, 18 000 sur Facebook, 20 000 sur Instagram, 12 000 commerçants en ligne. Pour Amazon Québec, 12 000 sur Facebook, 3 000 sur Instagram en termes de followers. Puis le nombre de commerçants n'est pas annoncé, mais il semble quand même en avoir plusieurs. Donc, ça va être intéressant de suivre l'évolution de ces marketplaces-là. Nous, on a plusieurs, même énormément, pour ne pas dire presque tous nos clients, en fait, ont été sollicités par les deux. Donc, j'ai vu plein des clients là, déjà. Je pense à Groom, les produits de soins pour hommes là, qui sont sur Amazon Québec et Panier Bleu. J'ai vu Dans le sac. J'ai vu les montres solaires, Solios aussi. J'en ai vu plein. Fait que j'ai hâte de voir, quand on va analyser leur analytics, de voir la provenance du trafic, par exemple, de Panier Bleu, parce que c'est un directory, puis Amazon Québec au niveau des ventes. Donc, ça va être très intéressant de suivre ça. Là, je vais laisser la parole à vous autres, les gars. Je pense que chacun a regardé un petit peu là, de près ou de loin Shopify dans les dernières semaines. Ils ont fait des grosses nouvelles. On parle d'email marketing, on parle d'une application qui s'appelle Shop. On parle aussi d'un POS. Fait que Nick, justement, je pense que toi, tu t'intéressais un petit peu plus à la section POS. Fait que je vais te laisser nous introduire là-dessus. Oui, merci. Clairement, dans le fond, c'est vraiment une grosse nouvelle là, de la part de Shopify de mettre un POS justement là, en ligne. Tu sais, avant, la seule solution que les gens qui voulaient faire un peu de e-com puis qui avaient justement du retail, c'était vraiment d'aller avec Lightspeed. C'était vraiment la seule solution là, qui était intéressante pour les gens. Sauf que, tu sais, Lightspeed, bien que c'est montréalais, puis que ça embauche, puis c'est immense, puis que je les respecte beaucoup, euh, c'est un peu plus compliqué là, par rapport au e-commerce. Il n'y a pas beaucoup de templates, il n'y a pas beaucoup d'applications là, qu'on peut utiliser avec ça. Fait que c'est un peu plus limité côté e-com. Fait que, tu sais, Lightspeed, c'est vraiment un POS qui ont, si tu veux, qui ont été vers le e-commerce. Puis, ce qu'on voit avec Shopify en ce moment, c'est que Shopify, qui est un e-com, là, attaque le monde du POS. Fait que pour tout ce qui est le email marketing, fait que tout ce qui est, excuse pas l'email marketing, mais le digital marketing en général, c'est une super bonne nouvelle parce que Shopify, c'est vraiment un monstre là, dans le e-com, comme on le sait tous. Puis le fait que si tu avais un retail avant, ta seule option, c'était presque d'aller avec Lightspeed ou d'avoir un Shopify puis d'avoir un POS à part qui ne va pas parler
l'inventaire ne se parlera pas, tu peux pas faire des remboursements l'un envers l'autre. Fait que c'est vraiment une excellente nouvelle de la part de Shopify là, pour ça. Mais Nicolas, si je me trompe pas, il y en avait pas un POS chez Shopify déjà? En fait, c'est qu'il y avait une première version, ils l'ont upgradé récemment, ils l'ont vraiment mis à jour de manière assez fulgurante, là. Puis c'était comme, c'était pas assez avant pour faire la job, mais là, on a vraiment une plateforme là, qui est vraiment solide, puis qui peut compétitionner avec Lightspeed. En fait, c'est qu'avant, je ne t'avais pas dit que Shopify aurait pu compétitionner avec Lightspeed, mais là, oui, il peut le faire. Puis je l'ai pas vu encore de mes yeux, mais avec toutes les features et les reviews que j'ai écoutées par rapport à ça, je peux te dire que sont vraiment up to the task. Là. Puis Nicolas, peut-être juste pour les gens qui seraient peut-être un petit peu moins familiers avec les POS, là, je pense que tu sais, c'est quand même un terme qui peut être complexe. Est-ce que tu Ouais, peux revenir à la base un peu? Tu sais, par exemple, moi, j'ai une compagnie, je vends en ligne, mais j'ai ma boutique physique aussi. C'est quoi le POS? Est-ce que c'est le moyen de payer à la caisse ou c'est mon inventaire? c'est ça. C'est quoi exactement? Exactement. Le POS, c'est un point of sale. En fait, c'est vraiment la caisse enregistreuse. Fait à la place que, comme dans les années début 2000, 90, avoir vraiment une caisse enregistreuse avec l'imprimante à travers la caisse, c'est vraiment que maintenant tu as un ordinateur qui est ta caisse, en fait. Souvent, ça va être un iPad, ça va être un ordi avec un touchscreen, puis ou simplement une souris. Puis tu vas pouvoir, ça va être vraiment ta caisse enregistreuse. Fait que à la place d'avoir des caisses qui sont vraiment analogues, on va appeler ça analogue, c'est pas vraiment ça, mais des caisses qui sont reliées à rien. Mais là, tu as une caisse dans un ordi qui est reliée à ton inventaire, qui est reliée à toutes tes ventes, fait que tu peux sortir des reports par rapport à ça. Puis, si on va aller plus loin un peu là, dans le POS de Shopify qui est super intéressant, c'est qu'en gros, dès que tu as un compte Shopify, tu as le POS qui vient avec pour le même prix, si vous voulez. Ah ouais, hein? Sauf qu'il y a des limitations. Ouais, fait que il y a des limitations. Souvent, ce que le monde va faire, c'est qu'ils vont prendre le plan à 79 par mois. Puis là-dedans, il va avoir, je pense, que c'est 5 users, puis 5 points of sale que tu peux avoir, 5 devices que tu peux avoir. Fait que pour les gens qui ont plusieurs commerces, c'est pas idéal. Fait que à ça, tu vas rajouter un autre 80 par mois pour avoir la subscription à POS Pro qui va te donner Unlimited User, Unlimited Hardware. Fait que, tu sais, autant d'imprimantes que tu veux, autant de caisses qui accueillent l'argent, autant de personnel que tu veux, si tu veux. Fait qu'à la place, ça pourrait être comme au Apple Store. À la place d'avoir une caisse, tu peux avoir tes vendeurs qui se promènent dans les rangées, puis faire acheter les gens, scanner les systèmes, puis acheter les systèmes directement sur le cellulaire du vendeur. Fait qu'au lieu d'avoir une file d'attente avec une caisse, ben, tu peux vraiment avoir comme au Apple Store. Là. Fait que, côté features que le POS il offre, c'est super intéressant. Donc, on a le Real-Time Inventory Management entre le site web puis l'entrepôt. Fait que ton magasin de retail peut avoir vraiment le même inventaire en temps réel avec ton site puis ton entrepôt. C'est super cool. Tu peux faire des cards en temps réel. Ça, c'est malade mental. Tu peux magasiner sur Internet chez vous, aller au magasin puis dire comme OK, je veux voir deux trucs avant de l'acheter, puis avoir ton panier déjà prêt sur ton cell, puis acheter en temps réel ton panier que tu as rempli la veille, admettons, sur Internet. C'est super cool. Tu peux faire des buy online, pick up in store, comme il a été mentionné. Tu peux avoir des codes QR sur tes produits. Fait que les gens, en place d'avoir besoin de personnel, admettons qu'on parle d'un vélo dans un magasin de vélo, tu peux avoir le code QR sur le produit, la personne le prend en photo, voit toutes les infos sur le produit sans avoir à parler nécessairement à quelqu'un qui va l'aider dans le magasin. Tu peux faire les remboursements en personne sur les cartes de crédit pour des achats qui ont été faits en ligne. C'est super cool. Tu peux aussi faire des split payments, genre cash, crédit, la moitié-moitié. C'est vraiment hot. Puis ça s'intègre aussi avec tout ce qui est QuickBooks, Xero, tous les logiciels de facturation. En tout cas, pour vrai, de ce que j'ai vu, puis encore une fois, je n'ai pas essayé, mais des reviews que j'ai vues, puis l'étude que j'ai faite sur le produit, ça a l'air vraiment incroyable. Seul petit point, il y a deux points un peu moins intéressants que j'ai trouvés. C'est que tu as absolument besoin d'une connexion Internet pour utiliser le POS. Fait que, tu sais, si tu n'as pas, je sais pas, pas une panne électrique, mais si ton Wi-Fi
il marche plus, si tu n'as plus d'Internet, tu ne peux plus vendre en magasin. Puis, il y a aussi le fait que les frais peuvent aussi rapidement s'additionner. Si on parle de payer ta licence Shopify, ta licence POS Pro. Après ça, tu vas vouloir mettre, parce qu'il y a un marketplace déjà incroyable qui est en place pour des rewards, pour des SMS. Si tu veux un tab au bar, admettons, puis que tu laisses rouler le bill, un running bill, comme on appelle. C'est tous des frais qui vont s'additionner dès que tu vas ajouter des apps dans ton POS. Fait que c'est les deux points qui sont un peu moins intéressants, mais il n'y a rien de parfait, puis je pense que c'est une super, super application. Good, mais merci Nick du review. Je pense que c'était super pertinent. Tu en connais un brin sur les POS là, pour avoir travaillé avec d'autres POS dans le passé et tout. Fait que c'est super pertinent. Fait que c'est sûr que je pense que ça va être une considération importante là, dans les joueurs, non seulement au Québec, Canadien, mais même mondiaux dans les POS. Puis tu sais, si je reviens, je trouve ça intéressant parce que si je reviens à la vision, si on veut, qui a été mentionnée par Anne-Marie de Shopify, tu sais, ça s'imbrique tellement dans leur vision parce qu'on a tendance à penser e-commerce, 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 mais Shopify, leur vision, c'est d'améliorer le commerce pour tous. Fait que, tu sais, on parle autant du côté de l'utilisateur que du commerçant. Fait que quelque chose qui est super user-friendly. Tu as beaucoup parlé des avantages, je pense, pour le consommateur, en fait. Tu sais, tout ce que tu as mentionné, c'est des freins de moins à la consommation. C'est cool au niveau transactionnel et tout. Fait que je pense que ça s'intègre bien là-dedans. Puis ça fait que ça améliore le commerce, pas juste en ligne, mais même en personne aussi. Fait que, au niveau brand puis vision d'affaires, c'est quand même très solide là, selon moi. Puis justement, ouais, Nick, tu vas peut-être réagir là-dessus. Ouais, vraiment. Puis tu sais, je pense que les gens ont souvent tendance à segmenter leur channel de vente. Tu sais, ils vont dire, ben moi, all-in sur Facebook Ads, all-in sur Amazon, all-in sur ci, sur ça. Puis de plus en plus, c'est l'omni-channel qui est important. Tu sais, c'est tous les channels ensemble. Puis de dire que le retail est mort, je pense pas. Je pense que le retail va tout le temps exister à un certain extent parce que tu vas toujours avoir besoin d'un conseil, d'un contact humain, mais de faire en sorte que tu as un omnichannel dans ton retail, ton e-com, tous les efforts que tu mets en ligne, c'est insane. C'est ça qu'il faut faire absolument. Tu as vraiment un bon Ouais. point là-dessus, Nick. C'est vrai que c'est super important. Puis, tu sais, une des options que tu as mentionné, entre autres, là, le panier d'achat, si on veut, qui peut être transféré du téléphone à la boutique. Honnêtement, je pense C'est que c'est fou, quand là. même une fonction qui est assez révolutionnaire, là. Tu sais, Ah, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens sont chez eux le soir, ils magasinent en ligne, puis là, tu sais, là, tu veux avoir le produit le plus rapidement possible, mais en même temps, tu te dis, bon, ben, OK, je vais l'acheter en ligne parce que là, si je vais en magasin, ça ne veut pas dire qu'il est là, c'est peut-être compliqué. Si ça, tu sais, il y a une panoplie de freins à l'achat qui peuvent exister. Alors que là, tu dis, bon, ben, OK, je l'ajoute à mon panier d'achat sur mon téléphone, puis si je le veux tout de suite, ben, tu peux te rendre au magasin comme dans les minutes, ouais. heures ou jours qui suivent. Puis tu n'as pas Ouais. besoin de commencer à rechercher ton produit dans le magasin. Tu peux probablement te pointer ou c'est sûr qu'il va y avoir des façons là, d'améliorer tout ça, de te pointer par exemple au service à la clientèle, puis dire voici ce que j'ai mis dans mon panier d'achat, puis tu attends quelqu'un qui va aller chercher ton produit, puis honnêtement, je pense que ça peut changer le monde. Là. Si je peux banter là-dessus, là, moi, je suis le genre de personne qui va checker tout ce qu'il faut avant d'acheter. Là. Je vais regarder 1 million de reviews, là, puis je vais arriver au magasin, là, puis je veux pas que le gars il me parle du produit, je le connais déjà. C'est pas plus que lui, son produit. Fait que le fait que tu arrives, puis tu vas voir le gars directement, tu fais comme, là, mon panier, là, ce que je vais acheter, puis je veux payer, puis en moins de moi les. Je trouve ça malade. Ouais, quand j'ai regardé toutes les features qu'il y avait là-dessus, je n'avais la chair de poule. Oui, je suis le genre de gars qui a la chair de poule sur des affaires de même. Mais comme j'avais la chair de poule, j'étais tellement excité, je trouvais ça trop cool. Puis le monde, les product managers, puis le monde qui ont développé ça chez Shopify, là, vraiment, là, je leur lève mon chapeau parce que c'est du beau boulot. Ben, c'est intéressant ce que tu dis, Nick, puis après, je vais revenir à Jay parce que je pense que ça introduisait bien aussi ce dont il voulait nous parler. Mais tu sais, ça me fait penser quand tu dis que tu connais quasiment mieux le produit que la personne ou que tu as fait ton shopping avant, puis dans le fond, le magasin devient. Tu sais, je pense que ça dépend. Là, on s'entend si je m'en vais magasiner un piano, par exemple, la personne qui est là devient un expert incroyable, mais pour des affaires un petit peu plus commodité, pas vraiment, ou même de l'électronique ou des choses comme ça me fait penser un petit peu à Ikea. Tu sais, le modèle d'affaires, c'est qu'ils te rentrent dans des pièces
typique, ou si on veut. Fait que tu fais ton magasinage dans ce cas-là en personne, mais dans une autre industrie, tu pourrais le faire en ligne. Fait que tu vis l'expérience. Puis après, boum, tu arrives dans l'entrepôt, puis il y a un code, il y a un produit, tu prends ton produit, that's it. Tu sais, t'as pas. Des fois, je parle à quelqu'un chez Ikea, c'est assez rare. Là. Ça va être peut-être la conseillère où est-ce que le design des cuisines, les armoires, ces choses-là, c'est un peu plus compliqué. Mais on s'entend là, pour le coussin, le bureau, whatever. Tu peux faire ça toi-même. Fait que, Moi, je pourrais non, demander si on les toilettes. t'as rien qu'à suivre les flashes. Puis, fait que, comme le bon Dominique Paquet nous le fait dans son numéro. Quel homme. Donc, Jay, on va retourner vers toi. Je pense que c'est une belle transition. Tu voulais nous parler aujourd'hui justement d'orchestrer une transition de brick et mortier vers e-commerce en raison de la pandémie actuelle. Là. Par après, ben, ça pourra revenir avec ce que Nick nous a parlé, les POS et tout ça. Mais qu'est-ce que tu avais à nous dire aujourd'hui, là, Jay, là-dessus? Ben, notre industrie de travail, si on veut, là, nous a poussé, en fait, nous pousse, en fait, même quotidiennement ou de façon hebdomadaire, là, à se poser la question à savoir si c'est approprié qu'une business soit en ligne ou pas. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que la réponse dans la majorité des cas, c'est que oui, n'importe quel business à peu près peut faire affaire en ligne. Je pense que c'est juste une question de créativité après ça. Puis, surtout récemment aussi avec la crise de la COVID, là, on va se le dire, là, je pense que c'est primordial pour toute entreprise d'avoir un minimum de présence en ligne, mais aussi de pouvoir faire des affaires en ligne parce que ça permet à des entreprises de continuer d'exister actuellement. Là. Des entreprises que s'il n'y avait pas de e-commerce, quand tu n'as plus de points de vente physique, c'est fini. Là. Il n'y a plus personne qui va pouvoir acheter tes produits. Là. C'est sûr que tu peux miser sur des marketplaces, comme on le mentionnait. On peut miser sur peut-être des partenaires qui pourraient vendre nos produits. Sauf que là, après ça, tu as tout à considérer la cote que tu as à donner à chacun des intermédiaires qui interviennent dans le processus de vente. Ta marge en Ouais. devient effectivement beaucoup plus petite. Fait que là, c'est un autre problème. Peut-être que ton prix ne fait plus vraiment de sens. Puis là, tu rentres dans des guerres de prix. C'est compliqué un petit peu. Là. C'est ça, exactement. Donc, mon point aujourd'hui, c'était plus de, de se poser les bonnes questions à savoir si je peux vendre en ligne. Dans les questions régulières là, qui reviennent, c'est premièrement, est-ce que c'est compliqué de vendre en ligne? Ben, ça dépend du produit, ça dépend de la nature du domaine dans lequel on travaille. C'est sûr que ça peut être plus ou moins compliqué selon le domaine, mais dans, je pense, 99% des cas, là, à moins que vous ayez d'autres exemples, là, mais c'est possible de vendre en ligne. Mais après ça aussi, c'est de se poser la question de savoir si le produit que j'ai entre les mains peut se vendre en ligne. Je donne, par exemple, un de nos clients qui vend des stores, il a réussi à se démarquer de son industrie parce que 100% du processus se fait en ligne. Tu rentres tes mesures, tu choisis tes couleurs, tu choisis tous les paramètres de ton store, puis il est livré chez toi. Il n'y a pas plus simple que ça. Tu prends toi-même les mesures, puis c'est réglé. Là. Euh, Par contre, le plus important là, à considérer quand c'est le temps d'aller en ligne, c'est d'y aller étape par étape. C'est de ne pas sauter les étapes. Puis, je peux comprendre actuellement des entrepreneurs qui sont pressés de vendre en ligne, mais c'est quand tu es pressé que tu fais des erreurs, que tu oublies aussi d'évaluer certains paramètres de ton environnement. Puis, ça, c'est ce qui peut nuire à pas mal d'entrepreneurs d'entreprise. Fait l'idée, c'est de concevoir un genre de plan d'action. Premièrement, est-ce que, est-ce que j'ai l'infrastructure et les ressources nécessaires pour pouvoir vendre en ligne? Ça, c'est une des questions qu'il faut se poser parce que ça prend de l'espace physique. Est-ce que mon commerce est adapté? Puis, comme Max mentionnait, ça prend de l'argent, en fait. C'est super important. Après ça, euh, est-ce que j'ai les bons outils aussi? Est-ce que quel genre d'outils je dois choisir pour pouvoir vendre en ligne? Là, on parle de Shopify actuellement, mais il y en existe tout plein d'autres. Il y en a Lightspeed, on a WooCommerce, on pourrait parler de Magento, on pourrait aussi parler d'Amazon parce que c'est tout à fait possible de vendre sur Amazon, même si on a un produit qui est fait au Québec, c'est possible de vendre sur Amazon. C'est sûr qu'il y a une cote qui s'en va à Amazon aux États-Unis. Ça c'est sûr et certain. Par contre,
il y aurait toujours lieu de pouvoir se démarquer sur ce genre de plateforme-là. Ensuite de ça, tu sais, faire le choix de ces plateformes-là, c'est toujours en fonction des besoins qu'on a. Par exemple, Shopify répond super bien à des produits qui sont simples, qui se vendent de façon unitaire. Tu sais, s'il n'y a pas trop de personnalisation au niveau des grandeurs ou quoi que ce soit, Shopify, là, c'est la plateforme dédiée pour ça. Sauf que aussitôt qu'on a besoin de mesures spécifiques ou des trucs comme ça commence à être un peu plus complexe. C'est possible, mais là, ça va prendre des apps supplémentaires là, pour pouvoir le faire. Puis j'aimerais ça peut-être intervenir ici parce que je trouve ça bien. Puis tu sais, on vient d'encenser beaucoup Shopify. Puis tu sais, même on a eu Anne-Marie qui nous a dit bon, des super belles choses aussi. Puis tu sais, il n'y a rien qui est parfait. L'outil va évoluer. Puis tu sais, nous, en tant qu'agence de marketing numérique, peut-être un petit défaut de la plateforme ou pas un défaut, mais quelque chose qui pourrait définitivement être amélioré. Tu sais, on le sait, Shopify, il y a des thèmes, donc c'est un petit peu plus rigide par définition, c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Tu sais, peut-être Nick, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, il y a des business de commerce en ligne qui vont obtenir leur trafic de différentes provenances, que ce soit par de la couverture médiatique, de la publicité en ligne, des codes d'affiliés à des influenceurs, peu importe. Mais il y a aussi des niches de produits qui sont capables de se démarquer par du référencement organique, donc du SEO. Justement, pour ces clients-là qui disent écoute, moi, ça va pas, je réponds à un besoin précis, il n'y a pas de compétition en ligne présentement, je sais que je peux me positionner ou me ranker en anglais de manière organique sur mon produit. Est-ce que tu recommanderais un Shopify ou est-ce que tu aimerais ça avoir un devis, une soumission ou quelqu'un aussi qui arrive avec une expertise d'un e-commerce ou de quelque chose de custom? C'est une bonne question pour vrai. C'est vraiment, ça dépend, comme tu dis, du produit, mais ça dépend surtout de la niche et de la compétition. Puis ça revient ça dépend du produit, là. Mais comme Gilles mentionnait, tu sais, mettons, WooCommerce puis d'autres Magento ont des milliers et des milliers de thèmes qui existent, puis à peu près n'importe qui peut travailler dedans. Tandis que Shopify utilise du Liquid comme code de programmation. Puis le liquide est un peu moins compris des gens. En tout cas, de ce que je connaisse, les gens sont bien plus à l'aise en PHP qu'en liquide. Là, fait que il y a cette partie-là qui existe. Il y a comme tu dis, il y a des downsides là, à tout. Là, Shopify, c'est pas un outil parfait. Puis Shopify, c'est super bon pour tout ce qui est marketing en ligne, genre pour connecter tous tes trucs. Sauf que pour le SEO, je te dirais que c'est une des plateformes les moins intéressantes dû au fait que tu n'as pas accès au serveur. Tu sais, si tu vas avec un WooCommerce, un Magento, tu possèdes le serveur, ben, tu le possèdes, tu le loues, tu vas louer ton serveur à un fournisseur, puis tu vas pouvoir aller jouer dedans, tu vas pouvoir aller voir tous les dossiers dans ton serveur, aller jouer avec le HT Access, avec les robots, avec tout le kit, tandis que Shopify ne te laisse pas faire ça. Vu que Shopify, c'est leur propre serveur, puis qu'ils ne veulent pas que tu ailles tout briser dans leur serveur, ben, ils ne te donnent pas accès à ce serveur-là. Fait il y a plein d'affaires au niveau de SEO que tu ne peux pas faire, comme je disais, tout ce qui est les sitemaps, le robot.txt, tout ce qui est aussi vraiment server-side, le side speed, les choses comme ça, c'est plus compliqué. Fait que nous autres, on l'a vu avec nos clients, c'est toujours un peu plus compliqué de ranker un site web Shopify en SEO. Fait que ça va vraiment dépendre de ta niche. Si tu es dans une niche ultra compétitive ou que tu es dans une niche que tu dis, moi, c'est avec le SEO que je veux me démarquer, peut-être que Shopify, c'est pas la meilleure solution pour ça. Puis juste rajouter une affaire real quick, tout ce qui est la gestion des langues aussi, Shopify, c'est un gros zéro. Là. La gestion des langues se fait avec du JavaScript, fait que c'est le même URL pour l'anglais puis le français, puis c'est le JavaScript qui décide si c'est français ou anglais. Fait que les robots de Google, les crawlers, ils voient que du feu, fait que tu es obligé de faire des noms de domaines différents, dépendamment que tu es en français ou en anglais, fait que tu splits tous tes efforts SEO. Fait que, ouais, côté SEO, un petit moins par rapport aux autres plateformes. Puis Gab, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé te voir, je pense que tu voulais réagir là-dessus. Ben, en fait, c'est des bons sujets que tu as soulevés. Je pense juste qu'il y a peut-être pas tous, mettons, les auditeurs qui comprenaient certains termes que tu disais, mais mettons, pour rendre ça peut-être quantifiable, là, si tu as un site super bien fait dans Shopify puis tu es un e-commerce, ok? À ton avis, à quel point que, tu sais, mettons que tu l'avais fait dans WordPress puis il est tout aussi bien fait, est-ce que tu penses que c'est désavantageux
Tu sais, à quel genre d'impact que ça a de pas pouvoir justement aller jouer avec le serveur, là? Est-ce que tu vois ça d'un mauvais œil ou tu penses que les bons côtés de Shopify viennent un peu compenser? En général, les bons côtés de Shopify viennent compenser pour ça. Ok, Sauf que si ta niche est ultra compétitive en SEO, tu vas avoir beaucoup plus de misère que les autres, c'est sûr. ok, je comprends. Genre, Exact. mettons, si on Mais voulait juste vendre des t-shirts blancs, ça serait compliqué. c'est ça, ou des câbles HDMI, genre. Tu serais obligé de faire du paid advertisement. Tu serais obligé de passer par Google ou Facebook. Sauf que, puis tu sais, on s'entend des câbles HDMI ou des t-shirts blancs, c'est juste difficile anyway, se ranker pour ça, tu sais. Ouais, Fait que l'idée, c'est vraiment que faut pas que ça fasse peur au monde, faut pas que ça les bloque à aller vers une solution comme Shopify, parce que Shopify a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Puis je dis pas que c'est impossible de ranker un site dans Shopify. Je dis juste que si tu me donnes le même site, le même contenu, la même compétition avec un site WordPress, un site Shopify, ça va être un peu plus facile pour moi d'aller avoir des bonnes performances. Ça va être un peu plus facile de le faire avec un autre site que Shopify. Mais, comme je dis, c'est quand même faisable. ok, je Ouais. comprends. Puis rapidement, peut-être, là, tu sais, moi j'aime ça me fier un peu sur. Parce que je comprends qu'est-ce que tu dis, mais je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute et qui veut vraiment prendre une décision. Il y a bien des pour et des contre à peser. Fait que, honnêtement, là, tu sais, Gab, là, toi, chez Rablab, je guesse à peu près, là, t'as quoi? T'as peut-être au moins une dizaine de commerces en ligne sous ta tutelle ou sous ta gestion? Ouais, ouais, vraiment, Puis j'en ai quand même beaucoup, puis ça dit tu sais, quoi, la répartition, mettons, sur ta je dizaine de pense, clients? tu sais, sur tous ceux qui font du e-commerce, il y a au moins 85% là, qui vont avoir Shopify. OK? WordPress, il y a quelques années, je le voyais plus. Puis c'est sûr que pour ce type de clientèle-là, quand tu veux vendre en B2C, ça devient dur de plus se tourner vers Shopify. Hmm. Tu sais, ça dépend du contexte, mais tu sais, quelqu'un qui voudrait le vendre en commerce aussi, là, moi, c'était sûr que c'est là que je trouvais que Lightspeed gagnait avantage, tu sais. Mais là, avec les dernières annonces avec le POS tu sais, qui est live, là, dans le Ouais. fond, là, je trouve que ça fait mal à Lightspeed, puis je me demande même qu'est-ce qui va arriver à eux, là. Il va falloir qu'ils réagissent vite parce que cette solution-là qui est devenue Shopify dans le dernier mois, là, est vraiment complète, puis je trouverais ça dur d'aller vers autre chose. C'est pour ça que j'ai posé la question à Nick, je me suis dit, est-ce qu'on est en train d'oublier justement qu'avec quelque chose comme WordPress, tu peux élaborer quelque chose qui répond à tes besoins, puis tu peux un peu plus jouer dedans, mais je pense que c'est une grosse décision à prendre, puis c'est peut-être plus des gros budgets qui te permettraient d'aller vers WordPress maintenant, là. Je OK. pense. Ouais, Ouais. clairement. Nick, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, pour conclure tout ça, là, je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, là, Shopify, c'est vraiment la meilleure solution en ce moment. Que ce soit pour du brick and mortar and online ou juste pour ce qu'on appelle les pure players, les gens qui sont juste online. Shopify, d'après moi, si on enlève la portion qu'on ne peut pas aller jouer dans le serveur, monsieur, madame, tout le monde, ils ne joueront pas dans le serveur anyway, puis ils ne feront sûrement même pas de SEO eux-mêmes. C'est Fait que ça, ça va hein. être à l'agence de SEO de gérer ça eux-mêmes. Mais euh, pour tout ce qui est vraiment les intégrations, puis la facilité aussi de faire, de connecter les pixels Facebook et tout le kit, Shopify domine WordPress de loin, puis domine les autres de loin, ça c'est clair. Là. La dernière fois que j'ai demandé, dès le début que j'avais un client avec Lightspeed, j'ai été voir le support de Lightspeed, leur demander comment j'intégrais le pixel Facebook, puis ils m'ont dit personne ne m'a jamais parlé de ça. J'ai dit, ben là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que, tu sais, Shopify a vraiment une année-lumière d'avance sur eux. Right. Ben, justement, ça me fait penser, tu sais, je voyais Jay tantôt qui nous parlait, bon, de tous les aspects à considérer, puis je pense qu'il voulait nous parler aussi de, est-ce que, par exemple, j'ai besoin d'une agence pour m'accompagner dans la création d'un nouveau site web, blablabla, où je peux faire de quoi pour commencer, puis ça va aller. Puis, tu sais, je pense que les deux réponses sont vraies. La seule chose que, puis, tu sais, ça fait 4 ans maintenant, là, presque, que je suis chez Rablab, justement, j'en ai vu, là, des dizaines, sinon pas des centaines de projets de toutes les ampleurs, honnêtement. Puis, tu sais, les prospects ou les clients avec qui on a parlé, là, 3-4 ans, qui essayaient de sauver des coûts en disant, ah, ben là, garde, non, je vais m'arranger un site Wix, mon beau-frère, le ci, le ça. On les revoit dans 3 ans, puis finalement, ben, malheureusement,
sont plus en affaires puis ils ont fait d'autres choses ou sont en affaires, ils ont persévéré et tout, mais ça a été un gouffre financier parce que après 6 mois, ils ont été victimes de leur propre succès. Puis là, nouveau site web, nouveau ci, nouveau ça. Puis c'est de l'argent qui a été réinvesti par-dessus réinvestissement. Tu sais, honnêtement, moi, ce que ça m'apprend, tout ça, l'expertise, tu sais, c'est comme n'importe quel business, là. Tu veux une expertise d'un avocat, tu veux une expertise d'un comptable, tu veux partir sur des bonnes bases. Même chose quand vous avez démarré, toi, Nick, puis JP, je veux dire, Rablab, vous êtes épaulé de plusieurs professionnels d'affaires, entre guillemets, pour partir sur des bases solides. Je pense que ça a été un bon move. Si demain matin, moi, j'ai envie de me partir d'une entreprise qui va vendre en ligne et tout ça, honnêtement, je me ferais vraiment un plan d'affaires. Je regarderais, là, tu additionnes les lignes, là, puis tu dis oui, l'agence marketing web, oui, l'agence de site web, oui, la production de contenu, là, c'est vraiment important. Là. Fait que, tu sais, si tu arrives au bas de la liste, puis c'est 50 000, OK, il y a peut-être des affaires à gauche et à droite, mais peut-être que ça va prendre un prêt, peut-être qu'il va falloir que tu risques un peu plus, mais ton risque va être bien plus calculé parce que tu vas dire, je risque X pour partir sur des bonnes bases puis vraiment tester ce que je veux tester. Si ça ne marche pas, ça n'aurait juste pas marché. Mais si tu commences ton projet avec 60% du résultat que tu veux faire, ben ça marche, ça marche pas, là, tu n'auras pas la solution que tu veux. Fait qu'en Mais fait, là-dedans, ouais. C'est entièrement vrai là, ce que tu dis, mais il y en a beaucoup aussi que tu oublies de regarder ce que les autres entreprises font. T'sais, ils font juste dire, OK, ben, moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que les autres font aussi? Qu'est-ce qui est intéressant? Parce que 100% qu'il y a d'autres entreprises qui font des choses qui sont super intéressantes, puis il faut s'en inspirer. Là. Il y a des bonnes techniques, il y a des bonnes pratiques qui ont été mises en place, puis on ne peut pas les ignorer, là, ça c'est sûr et certain. Non, c'est un excellent point. Nick, rapidement, on va revenir vers toi. Ouais, clairement, là, ce que tu dis, Jay, ça fait 100% de sens. Souvent, les gens, ils vont partir d'une idée de business, ils vont dire, je donne un exemple de même, là, les couches réutilisables, telle compagnie, ça roule à côté, ça va bien, ils ont des grosses marges, c'est vraiment bon. Ils ne checkent pas qu'est-ce qu'ils font dans leur tête. Les gens, ils se disent juste, je vais vendre des couches réutilisables, mais ils ne prennent pas en considération le branding, ils ne prennent pas en considération l'investissement du site web qu'ils ont fait, l'investissement publicitaire qu'ils ont fait. Puis là, ils se lancent dans un projet sans trop savoir vraiment tous les paramètres à faire. Puis ça, c'est une des affaires qui vient tuer les startups qui rentrent en e-commerce. C'est qu'ils vont mettre un 15, 20, 30, 40, 50 000 pour un nouveau site web. Ils vont mettre tout leur argent là-dedans, puis ils n'auront jamais considéré qu'il faut que tu amènes du trafic sur ce site-là. Fait qu'après ça, tu te retrouves avec un site vraiment beau, plein de fonctions. Tu l'as dit un peu comme les ventes pyramidales quand tu avais 18 ans chez ACM. Genre, tu vas voir ta famille, tu viens acheter sur mon site web, mais après ça, il n'y a personne sur ton site, puis ça ne s'arrête pas. T'sais. Fait que c'est une affaire qu'il faut prendre dans les listes de. Sûrement que tu es là-dedans, mais dans les listes de choses à prendre en considération quand tu pars un projet e-com, là, clairement, l'acquisition de trafic, ça doit être la égalité ou sinon plus la priorité que de bâtir ton site web. C'est sûr. Là. Non, je pense que ça, tu as effectivement bien raison. Malheureusement, on a trop souvent vu des projets que ce n'était pas le cas. Je pense que c'est pour ça qu'au travers des années aussi, on s'est fait un devoir, nous chez Rablan, mais je suis pas mal sûr aussi que la plupart des agences à Montréal le font aussi parce que c'est une bonne pratique de dire écoute, ton projet, ça ne va pas dans la bonne direction. Oui, on pourrait t'aider, mais ce serait peut-être pas une bonne décision présentement de faire ça. Il y a d'autres choses à travailler avant de X, Y, Z. Fait que, ça, je pense aussi que en tant que marketeur là, au Québec, on n'a pas encore un ordre et tout ça, là, mais on se doit d'avoir une certaine déontologie puis une honnêteté face à ça. Donc, on essaie de prêcher pour ça par chez nous. Gab, je vais essayer de clore un petit peu là, la discussion, même si c'était super important, puis on pourrait, je pense, continuer pendant une autre heure avec quelques autres bières. Mais on va essayer de clore la portion Shopify. Justement, techniquement, pour, par exemple, nos clients, je pense que naturellement, quand, par exemple, moi, Jean-Philippe ou Emmanuel, on parle avec un client pour un projet potentiel, on fait une analyse à l'interne, chaque fois, systématiquement qu'on arrive et on dit hey, vous allez aimer ça, c'est un Shopify. Je pense que les gens sont comme ah, OK, Ouais. cool, ça va être flawless. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est un peu Non. ce que je sens me voir. Fait que, je pense que tu voulais nous parler justement pourquoi, du point de vue marketing web, Shopify est flawless, justement. Là.
Ouais, puis ben, tu sais, il y a déjà quand même plusieurs points que je pense qui a été couvert par Nick puis Jay, puis il y en a soulevé d'autres aussi que tu sais, j'avais pas pensé, mais c'est sûr que quand tu me dis ça, c'est vrai que je suis content parce que mon Dieu, ça demande pas beaucoup de clics là. Puis souvent, surtout si t'es un e-commerce, oh mon, tu sais, c'est tellement simple de tu sais, juste distribuer tes produits de manière dynamique, là. Pour ceux qui ne savent pas, on peut faire du reciblage avec la publicité. Si je fais une pub Facebook, quelqu'un a consulté la pub de mon commerce, puis qu'il est allé sur le site, mais il n'a pas acheté, nous, on peut le recibler. Mais Shopify et d'autres, là, ils permettent d'afficher des produits en dynamique. Fait que si le client il a consulté certains types de produits, c'est ça qu'il va voir dans sa pub. Sauf que la façon pour programmer ça dans Shopify, c'est une question de genre même pas 5 clics, là. C'est tellement facile. On dirait que l'intégration de toutes les applications, les API, juste le fait qu'il y ait autant d'API et d'applications sur Shopify, je pense que c'est une bonne raison de se tourner vers ça. Puis sinon, il va falloir que tu le programmes dans un WordPress ou que tu le fasses custom ou que je sais pas pour vous c'est quoi vos impressions là-dessus, mais à date mes expériences ont vraiment juste été bonnes, là. Ouais, ben, tu sais, ce que tu dis, ça fait 100% du sens. Puis justement, Nick, tantôt, il parlait de Lightspeed. Puis c'est pas vraiment pas pour faire du bashing de Lightspeed. Là, je pense qu'ils sont bons à plein d'égards. Mais on dirait que chez Lightspeed, il n'y avait pas de. Tu sais, j'imagine un peu une salle là, de gestion de projet puis de développement de produits. Tu sais, chez Shopify, je m'imagine bien qu'il y a une tête marketing web dans la salle. Tandis que chez Lightspeed, je suis pas sûr que c'est arrivé. Puis ça paraît parce que le produit est build pour ça. Genre, fait que Nick, je sais que tu voulais mentionner quelque chose. Je sais pas si ça s'en venait vers ça, mais moi, c'est quelque chose que je pense définitivement. Là. Ah ouais, clairement, là, je pense que c'est des marketeurs qui ont développé ça, là, à 100%, c'est sûr et certain. Puis c'est clair et net. Mais ce que Gab disait, là, c'est à quel point c'est facile Shopify intégrer tes tools, puis à quel point c'est un pain in the butt pour un site web custom, là. Genre, je pense à des CMS custom, là, que faut créer des product feeds, là, puis les programmeurs ont jamais fait ça de leur vie, là, puis faut tout leur expliquer, comme, c'est compliqué, là, mais comme, Shopify, tu l'as, là, comme il dit, tu installes une app, puis c'est réglé, là. C'est C'est vraiment ça. cool pour ça. Juste ça, puis souvent, tu sais, nous, là, moi, les gains que je fais, c'est vraiment avec ça, tu sais, c'est l'affichage de produits dynamiques quand je recible. Fait que le fait de ne pas avoir ça, c'est pour moi une grosse béquille, là. Tu sais, si ça devient trop compliqué d'installer, faut que tu l'expliques au client, puis faut que tu le convainques de ça. Mon Dieu, je veux dire, Le client, faut qu'il paye son agence web, là, pour le développer, là, puis c'est ça, ça coûte cher, là, quand tu l'as pas, là. c'est ça, Ouais. exact. Effectivement, mais tout ce qu'on mentionne en ce moment, puis tu sais, Gab, peut-être pour finir sur ce que tu disais, justement, oui, là, la portion de catalogue de produits, il y a installé le pixel dans le site, il y a créé un catalogue de produits, mais pour Pinterest qui vient d'être annoncé, là, il y a une grosse fonction qui a été développée aussi pour vendre sur Pinterest. Donc, Instagram, Facebook, je pense les codes de Google Analytics aussi, Tag Manager. En fait, tous ceux qu'on utilise là, dans le quotidien ont une intégration avec Shopify. Puis, on pourrait en nommer, là, on aurait pu faire un podcast sur les intégrations disponibles avec Shopify. Puis c'est ça, c'est assez incroyable. Même, ils ont leur tool de email marketing leur outil de email marketing qui vient de lancer, qui est, bon, pas encore à point. Puis on a entendu Anne-Marie là-dessus. Elle a elle-même avoué, elle a dit, on l'a lancé plus tôt que prévu. Donc, tu sais, je pense que dans le cas de la crise, c'est une bonne décision d'affaires. Puis sont transparents là-dessus qu'il n'est pas encore au niveau où est-ce qu'ils veulent l'amener. Puis justement, pour le email marketing, il y a un outil, par exemple, qui s'appelle Klaviyo, avec lequel on travaille beaucoup, qui s'imbrique très bien là, présentement avec Shopify. Fait que, je pense que Shopify sont au courant. Oui, ils veulent dominer le monde, mais ils laissent des portes ouvertes parce qu'ils sont au courant que les entreprises ont travaillé avec différents outils aussi. Puis je pense que ça leur sert bien. Fait C'est que, ça, le point. sont pas hermétiques contrairement à d'autres. Exact. Comme tu dis, autant Hmm. ils se développent pour de vrai dans le sens qu'on souhaite qu'ils se développent, mais en plus, ils laissent des portes ouvertes aux autres pour qu'il y ait une Ouais. collaboration. Puis juste ça, pour moi, ils ont le gros avantage, là. Et puis je l'ai testé, là, le tool de email marketing, là, puis sérieusement, c'est bon pour. C'est correct. Là. Il n'y a aucune automation de disponible. Tu ne peux pas retargeter tes drop Ok. cards. Tu ne peux pas faire des automations post-sell. C'est vraiment pour faire un mass mailing
Tu peux segmenter, par exemple, tes personnes, genre les personnes en tel et tel âge, les villes, tout ça, tu peux faire des segmentations, sauf que tu peux faire aucune automatisation, ce qui avec Klaviyo et la vie, là, je veux dire, l'automatisation, là, c'est de l'argent gratuit, là, genre. Fait que, tu sais, il n'y a pas encore d'automatisation de Shopify, c'est assez décevant, leur tool de email marketing en ce moment. Fait que, ouais, comme vous disiez, là, je conseille vraiment au monde de continuer d'utiliser Klaviyo, Mailchimp ou Drip, whatever tool vous utilisez. Là. Puis on va conclure là-dessus. Tu sais, je pense que le point qui rallie un petit peu tout ce dont on a discuté aujourd'hui présentement avec Shopify, tu sais, je regardais ça, là, puis j'ai des notes à côté, puis je me mets à la place de quelqu'un tu sais, qui n'est pas un expert dans le numérique, mais qui s'y intéresse, qui est coordo en entreprise ou directeur marketing, puis qui pense peut-être à un prochain virage numérique ou refonte de site web ou whatever. Puis tout ce qui me vient en tête, c'est pour vrai, comme faites un comité décisionnel. Là, puis dans ce comité décisionnel-là, si vous êtes en entreprise puis vous êtes la seule tête marketing ou vous avez une personne avec vous, allez chercher de l'aide en externe. Puis là, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais une entreprise qui aurait ça en interne, c'est bien correct aussi. Là. Mais je recommande très fortement d'aller parler à votre agence de marketing web en amont de l'agence qui va créer le site web parce que c'est vraiment important qu'on bâtisse un site, surtout s'il est transactionnel, qui réponde à ce qu'on va faire pour du côté du marketing numérique parce que sinon, ça fait aucun sens. Là. Donc, c'est vraiment ma grande recommandation en ce moment. Nous, on en fait beaucoup présentement, là, des projets d'accompagnement de clients qui veulent, par exemple, changer de site web ou tout simplement créer un site web transactionnel. Puis on voit c'est tellement mieux par la suite quand on a pu être en amont dans le projet. Donc, moi, je pense que c'est ça qui rallie un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Maintenant, on va passer de façon plus rapide à nos rubriques de la semaine, en fait. Donc, on a 3 petites rubriques pour l'épisode 2 du podcast Entre deux pubs. Donc, premièrement, on va avoir le bro tip de la semaine, donc le petit truc actionable, si on peut dire. Donc, quelqu'un va pouvoir pratiquer là, demain matin dans son entreprise. Nick va nous parler de ça. Ensuite de ça, on va aller voir Gab avec un petit fait inusité ou une surprise là, qu'il a vu au courant des dernières semaines dans le marché. Finalement, Jake va nous parler d'un client ou d'une entreprise en fait qui s'est démarqué aussi dans les 2 dernières semaines. Donc, Nick, si tu avais à nous dire, là, à nous présenter quelque chose que tu disais ça, c'est vraiment malade, allez voir ça, faites ça, go, c'est du knowledge gratuit de la part de Nicolas. Qu'est-ce que ce serait? Hey, des bro tips, là, j'en ai all day. Oublie ça, là. Shopify, il y en a une tonne de bro tips pour ça. Sauf que je vais y aller avec 3 qui sont vraiment importants. Là. Premièrement, si vous faites du marketing en ligne, allez downloader l'app de Product Feed Flexify. OK? Flexify, je pense. Preach. Pour vrai, Oui, c'est Flexify, pas le choix, là. Faut le faire, là. c'est la vie. OK? Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tous vos produits, ça va les mettre dans un fichier avec un URL, donc un lien que vous allez pouvoir utiliser puis importer, que ce soit après ça dans Google, dans vos Facebook Ads, que ce soit dans votre Google Merchant Center. Ce que Gab disait tantôt, là, du remarketing par produit, fait que, tu sais, comme quand vous allez sur n'importe quel site web, vous allez checker un produit, vous le revoyez dans Facebook après. C'est avec ça qu'on fait ce remarketing-là. C'est avec ça qu'on a les meilleurs. C'est vraiment avec ça qu'on a les meilleurs résultats. Ouais. Fait installer Flexify, c'est gratuit. You're missing on something si vous le faites pas. Après ça, si vous avez des listes MailChimp, si vous faites du mass mailing avec MailChimp, puis que vu que Shopify et MailChimp ils ont break up, ils se sont chicanés, il y a encore moyen de syncer les deux avec ShopSync pour envoyer toutes les personnes qui vont acheter sur votre site web. Fait que downloadez ShopSync si vous faites du MailChimp. Puis, dernière affaire, Langify. Si vous utilisez Langify ou n'importe quel autre outil pour faire du multilanguage, en fait, comme je disais au début, là, Shopify, c'est vraiment poche pour le multilanguage. Ça va mettre les mêmes URL. Fait assurez-vous que vous avez 2 noms de domaine différents. Parce que si vous voulez faire de la pub, vous ne pourrez pas envoyer votre trafic sur la version anglaise ou française, vu que c'est le même URL. Donc, utilisez 2 noms de domaine pour faire du marketing web sur Shopify. Bon point. Très fort, merci Nick. Fait que, en résumé, Flexify, ShopSync, Languify. Fait que
c'est trois, en fait, comme on disait, là, Shopify est super ouvert et versatile. Donc, c'est trois outils qui se greffent là, à la plateforme pour aider à naviguer ou à travailler avec celle-là. Fait que merci, Nick. Super, super bon comme point. Gab, maintenant, surprise slash fait inusité. Ouais, ben, ça fait un peu suite à ce que Nick disait. Lui, il disait les applications installées dans votre Shopify. Moi aussi, j'en ai une autre. Mais c'est justement une fois que vous avez mis votre Flexify, puis que vos produits peuvent être. Vos produits sont dans un fil de. Je cherchais le terme en français, mais c'est un fil de produits Productive. carrément en dynamique, là. Une fois que ça c'est fait, allez installer Google Shopping sur votre Shopify. C'est la deuxième meilleure chose après Flexify. Mm. La raison, c'est que une fois que tes produits là, ils s'affichent en dynamique dans vos pubs, c'est vraiment difficile de modifier des petits détails si vous n'aimez pas le titre ou si vous n'aimez pas la description qui s'affiche ou comment qu'elle s'affiche sur Facebook par exemple. Euh, Google Shopping permet plusieurs choses, mais la première, elle te permet de contrôler ça très facilement. Je suis comme devenu un adepte du rasage. Là. Je porte plus la barbe. Puis j'ai donc passé une belle commande chez Groom. J'ai reçu mes produits. Pour vrai, je suis pas payé pour dire ça. Je suis pas un influenceur, puis je ne voudrais pas en devenir un. Et j'ai vraiment adoré. Pour vrai, j'adore ces produits-là. Donc, je les utilise et je les recommande même sans cachet publicitaire. Donc, écoutez, les boys, à moins que quelqu'un ait vraiment de quoi d'incroyable à rajouter là-dessus, je crois que ça va conclure notre deuxième épisode du podcast, donc qui traitait principalement de Shopify, mais on a quand même navigué autour de ça. Là, on a parlé des CMS, des POS, on a parlé des plateformes publicitaires, on a parlé de comment tout ça s'imbrique ensemble. Mais je pense que derrière ça aussi, le mot d'ordre est de vraiment faire confiance à un expert, entre guillemets, là, même si plusieurs personnes là, peuvent se prodiger experts elles-mêmes. Mais une personne de confiance, en fait, qui va vous arriver vraiment avec des faits, des recommandations, des justifications de pourquoi aller avec une ou l'autre des plateformes. Surtout, oui, pensez à la convivialité. Tu sais, comme Jérémy vient de le mentionner, en tant qu'entrepreneur ou qu'entreprise, vous allez avoir à vous-même créer des produits, jouer dans le site, etc. Donc ça, cette portion-là est super importante, mais il y a aussi toute la portion marketing web alentour qui est vraiment pas à négliger. Puis que trop souvent, malheureusement, on voit que c'est le cas. Donc, je pense que ça serait ça là, le mot d'ordre de ce deuxième podcast-là. Donc, les gars, sur ce vendredi pluvieux, quand même, hein, présentement, je vais vous souhaiter un bon week-end. Comme je mentionnais tout à l'heure, ensoleillé. Si vous allez dans les parcs, restez à 2 mètres. Puis, écoutez, prenez du soleil, puis on va se revoir mardi, non pas au bureau, mais sur Slack. Donc, bon week-end, les boys. Ciao! Salut. Salut! Au revoir.